Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Honda CR-V. La plupart des CR-V sont à traction intégrale. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais cela signifie qu'ils ont un engrenage conique, un embrayage à double pompe et un arbre de transmission. La particularité de la transmission intégrale de Honda est qu'elle est totalement inutile s'il y a le moindre risque de s'enterrer dans la boue, la neige ou le sable. Cela est dû au schéma de connexion d'origine de la transmission intégrale. Les voitures à traction avant en provenance des États-Unis n'ont pas ces composants, donc aucun problème n'y est associé, mais il existe très peu de voitures de ce type. Hormis l'embrayage lui-même, tout est ici de série, une simple boîte de vitesse à l'avant, une simple boîte de vitesse à l'arrière. Ils sont assez fiables, mais le couplage a ses propres caractéristiques. Deux pompes, avant et arrière, pompent l'huile à travers la chambre avec le pack d'embrayage. L'un est entraîné par l'arbre de transmission et le second par les roues de l'essieu arrière. Lorsque les pompes fonctionnent de manière coordonnée, ce qui signifie des vitesses d'arbre à peu près égales, les embrayages ne sont pas comprimés et la voiture roule en traction avant. Lorsqu'une différence de régime apparaît, la deuxième pompe n'a pas le temps de pomper l'huile, la pression dans la chambre monte et ferme les embrayages, et les ferme bien, et peut transférer tout le couple au train arrière. Il n'y a pas différentiel central ici. L'activation s'avère très dure, le système est donc configuré avec une bonne marge de révolution d'inclusion pour éviter un fonctionnement fréquent des embrayages. Ce système fonctionne bien sur les routes dures et sèches, les sols rocheux et les surfaces similaires. Mais dans notre boue standard, ça ne marche pas du tout. De plus, le différentiel à l'arrière permet une grande différence de régime, il est donc difficile de prédire avec précision le moment d'engagement de l'embrayage. Il s'avère que connecter l'embrayage lors de tours glissants et prolongés peut être fatal. Et ce n'est pas pour rien qu'après le restylage en 2005, la voiture était équipée d'un ESP non désactivé. Sans cela, elle s'est avérée très dangereuse en hiver. J'ai eu l'expérience de conduire sur des routes glissantes dans le CR-V de deuxième génération et je peux dire que ce type de transmission intégrale sans préparation adéquate est très dangereux. Avec lui, vous devez être constamment préparé au fait que l'essieu arrière entraînera soudainement la voiture dans un dérapage, et brusquement, sans avertissement. Il suffit d'ajouter un peu de traction pour corriger le dérapage naissant, et la situation peut évoluer de la manière la plus imprévisible. Sans compétence particulière et sans une subtile sensation de la réserve de marche de l'embrayage, il est peu probable qu'il soit possible d'utiliser cette fonctionnalité. En général, ce n'est pas pour rien que ce système a été abandonné même sur les marchés des pays où il n'y a quasiment pas de neige. Il n'y a pas de problème particulier avec les transmissions manuelles, elles sont fiables, comme il sied aux conceptions Honda. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des transmissions manuelles à 5 vitesses ni des transmissions manuelles à 6 vitesses apparues après le restylage. Mais avec les machines automatiques, tout n'est pas si simple. Leur fonctionnalité sous la forme d'un embrayage à roue libre pour engager la deuxième vitesse s'est avérée intéressante pour les voitures particulières, leur permettant de simplifier la conception et d'accélérer les changements de vitesse. En tout cas, jusqu'à l'introduction généralisée des systèmes de contrôle électronique par rétroaction. Sur un SUV, cette fonctionnalité de l'automatique s'est avérée être un véritable cheval de Troie. En essayant de faire bouger la voiture, les conducteurs étaient presque assurés de tuer la transmission automatique. Mais si vous ne le faites pas, la boxe risque de durer longtemps. Son design est solide, même s'il se distingue par une originalité excessive et un poids décent. Mais tant qu'il y a de la pression, elle roulera sur au moins une des vitesses. Plusieurs variétés de boîtiers similaires ont été installés sur le CR-V. Les principaux problèmes de ces boîtes sont associés à la panne de l'embrayage à roue libre du deuxième rapport, et après un parcours de 200 à 300 000 km, les solénoïdes et les roulements tombent souvent en panne. Les embrayages à friction ici sont presque éternels et si vous ne manquez pas le niveau d'huile, ils dureront jusqu'à 300 000 à 350 000 km. Certes, la sélection individuelle des rapports de transmission présente une particularité. Le quatrième rapport est un peu plus chargé, et l'usure de ces embrayages peut être perceptible. On peut particulièrement s'y attendre de la part des voitures allemandes et de ceux qui aiment s'accrocher sur l'autoroute à une limite de vitesse importante. Les versions ultérieures des transmissions automatiques à arbre étaient déjà sérieusement inférieures aux conceptions plus modernes de boîtes de vitesse planétaire en termes de vitesse de changement de vitesse, de sorte que le caractère des voitures à transmission automatique est très nordique, même dans les voitures américaines équipées d'un moteur de 2,4 litres.
La nouvelle transmission automatique à 5 vitesses de la MCTA ou d'une série similaire n'apporte aucun gain de dynamique. Mais la voiture devient plus économique et les changements de vitesse sont plus fluides grâce aux rangées de vitesse plus rapprochées. Mais cette transmission automatique est sensiblement plus difficile à entretenir, principalement en raison d'une moindre unification de la conception et de maladies infantiles. Avec des kilométrages supérieurs à 150 000, vous devez être préparé aux premières réparations. Par exemple, remplacer la roue libre du deuxième rapport, qui tombe en panne assez tôt, surtout pour ceux qui aiment les accélérations intenses. La durée de vie des solénoïdes linéaires est également relativement courte. Avec les mêmes 150 000 km, la pression n'est plus très stable. Les capteurs de pression d'huile peuvent également tomber en panne. Ces pannes entraînent des chocs lors des commutations et une surcharge de la partie mécanique de la transmission automatique. D'autres défaillances du corps de vanne sont également possibles. Mais je remarque que le kilométrage des voitures équipées de cette transmission automatique est toujours inférieur à celui des transmissions automatiques à 4 vitesses, donc en général il y a aussi moins de pannes. Les moteurs sont traditionnellement le point fort de Honda. Dans ce cas, les principaux moteurs du modèle étaient la nouvelle famille de la série K. Les voitures européennes et japonaises n'étaient équipées que de K2.0 à 4 de 2 litres, et les Américains étaient également équipés d'une version de 2,4 litres, K2.4A1. Les Européens comptaient également sur le moteur diesel N22A2 de 2,2 litres, mais en raison de sa rareté et de son impopularité, il existe peu de données à son sujet. On peut faire longtemps l'éloge des moteurs, mais je me limiterai à énoncer un fait. Ils sont robustes, peuvent fonctionner à basse pression d'huile, sont conçus pour SAE20, mais si nécessaire, ils peuvent facilement tolérer les huiles SAE60. Pour les modes course, ces huiles sont recommandées. Les moteurs disposent d'une grande réserve de suralimentation et les options d'usine pour 200 chevaux sont tout à fait abordables. Les options de moteur CR-V ont un taux de compression relativement faible de 9,8 et une faible puissance, même le volumétrique de 2,4 litres. Bien entendu, ils disposent d'un système de contrôle de phase IVTEC. Mais il n'y a pas de compensateurs hydrauliques. Les écarts doivent être ajustés tous les 40 à 50 000 km. La ressource de la chaîne de distribution est d'environ 200 000 km. Certes, le régulateur de phase doit être changé plus souvent, ce qui déprécie quelque peu le kilométrage de l'ensemble du matériel. Avec un mouvement prudent, la ressource du groupe de pistons peut dépasser la barre sérieuse de 300 000 km. Dans la pratique, les versions forcées ne durent pas si longtemps, et même le faible K2.0A4 d'un conducteur actif commence à consommer de l'huile après un kilométrage d'environ 100 000 en raison de l'usure des bagues. Malheureusement, les vitesses de fonctionnement élevées, même pour un moteur carré, les dimensions du K20 sont de 86 par 86 mm, ne sont pas vaines. Il est facile de constater l'usure du piston, des segments, des chemises et du cylindre. Cependant, pour les conducteurs prudents ayant parcouru plus de 300 000 km, le moteur était souvent ouvert uniquement pour inspecter la courroie de distribution, remplacer le régulateur de phase, régler les soupapes et effectuer des travaux mineurs de nettoyage du carter. Et bien sûr, remplacer l'arbre à cam d'échappement. Dépassez-vous, il s'agit d'un consommable qui tombe rapidement en panne en raison du fonctionnement du système de contrôle de phase. Compte tenu des régimes élevés, de l'usure du groupe de pistons et de l'âge des moteurs en général, les fuites d'huile sont un problème courant. Habituellement, le joint d'étanchéité du vilebrequin avant est le premier à tomber en panne, ce qui, avec un certain optimisme, peut être qualifié de chance. Changer celui de l'arrière serait plus difficile. La contamination du papillon, la vitesse de flottement, les fuites d'admission sont également les compagnons constants d'un système de ventilation du carter endommagé et de l'usure du groupe de pistons. Il faut également s'habituer à la vanne VTEC actuelle. La raison réside le plus souvent dans les joints en caoutchouc, qui doivent être changés régulièrement. Les élastiques du système de ventilation du carter ne durent pas non plus éternellement. Le plus souvent les tuyaux se cassent à la jonction des pièces en caoutchouc et en plastique. La durée de vie du catalyseur peut être vraiment décevante. Pour ceux qui aiment faire tourner le moteur, surtout si le choix de l'huile est infructueux, le catalyseur meurt avant des centaines de milliers de kilomètres. Dans la plupart des cas, le catalyseur survit encore jusqu'à 150 000 km, et beaucoup moins souvent jusqu'à 200 000 km. Un mérite important de sa courte durée de vie réside dans les démarrages hivernaux et les particularités de la formation de mélange de moteurs japonais en hiver. Dans tous les cas,
Les exemplaires en provenance des États-Unis avec un kilométrage bien supérieur à 200 000 miles peuvent avoir un moteur qui n'a jamais été sérieusement réparé et un catalyseur d'origine sans trace de remplacement. Les voitures produites avant 2003 peuvent avoir des problèmes avec le système de refroidissement associé à une surchauffe locale du quatrième cylindre. Les moteurs ont été changés dans le cadre de la campagne de rappel et le système de refroidissement a été repensé, de sorte que les chances de rencontrer un moteur présentant un tel défaut sont désormais minimes. Les moteurs K2-4A1 des voitures américaines sont un très bon choix. Il y a sensiblement plus de poussée, ce qui se ressent dans la dynamique à bas régime. Leur consommation de carburant est inférieure et la durée de vie du groupe de pistons est supérieure à celle des autres moteurs. En raison de l'importance du problème, j'accorderai un peu d'attention à la question de la viscosité de l'huile. Les moteurs Honda ont été parmi les premiers à être conçus pour les huiles SAE20 à faible viscosité. Ils fonctionnent très bien avec eux, mais cela ne signifie pas que des huiles de viscosité différentes ne peuvent pas y être versées. Il existe une croyance populaire selon laquelle une huile visqueuse, même SAE40, peut endommager le moteur. En pratique, bien entendu, cela ne peut pas arriver. Jamais. Lorsque le moteur n'est pas réchauffé, la viscosité de l'huile est nettement supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique, et bien au-delà des paramètres SAE60. Lors de la conduite sur autoroute, la viscosité de l'huile SAE20 à 80 degrés dans le carter sera plusieurs fois supérieure à celle de l'huile SAE60 à 120 degrés. Et de tels modes de déplacement du moteur peuvent être prédominants, et il est entièrement conçu pour eux. À des températures et des charges élevées, il est directement recommandé d'utiliser une huile plus visqueuse que le minimum prescrit, cela offrira une meilleure protection au moteur. Parmi les conséquences négatives, on ne peut que noter un écoulement plus mauvais de l'huile de la bague racleur d'huile, des risques accrus de coquefaction des bagues en raison de l'abondance d'huile, une perte d'huile légèrement plus importante après avoir atteint l'épaisseur de film maximale raisonnable et des changements dans le fonctionnement. Paramètres du système de contrôle de phase. L'utilisation d'huile de viscosité légèrement supérieure, par exemple SAE30, est généralement recommandée même sur les moteurs neufs utilisés pour une conduite prolongée dans les embouteillages dans des conditions de température de l'air élevée et sous charge. L'augmentation de la température des pistons, l'écrasement des joints et autres « histoires d'horreur » ne relève pas de la fiction scientifique. Dans la vraie vie, l'utilisation d'une huile plus visqueuse ne peut entraîner qu'une perte d'un faible pourcentage de puissance et, probablement, une augmentation des pertes d'huile à travers le groupe de pistons. Ces dernières peuvent d'ailleurs être parfaitement compensées par des fuites et des pertes moindres via la ventilation du carter. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Honda CR-V. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.